Bonjour Caroline Mécari. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialiste des droits des familles et des homosexuels. On va revenir ensemble sur le débat qui s'est ouvert la semaine dernière à l'occasion des États généraux de la bioéthique. Mais d'abord, notre revue s'appelle Regard. C'est quoi le regard de Caroline Mécari aujourd'hui ? Bien, c'est un regard, je pense, assez lucide sur l'état du monde, l'état de la société française, et en même temps, c'est un regard bienveillant, c'est-à-dire que tout ce que je fais dans le travail qui est le mien, c'est-à-dire un travail d'avocate, a pour objet d'essayer de faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité pour ceux qui sont discriminés. Au-delà de ça, je trouve que les enjeux de société, ce qui sont aujourd'hui des enjeux environnementaux considérables, climatiques, enfin vraiment ne sont pas pris suffisamment au sérieux, ou du moins avec suffisamment de détermination pour qu'on cesse d'aller droit dans le mur, parce que malheureusement, je pense que nous allons droit dans le mur. Alors en 2012, vous écriviez « L'heure est venue d'ouvrir la porte à toutes les familles ». 6 ans plus tard, on en est où, Caroline Mécari ? On a fait un peu des progrès quand même, c'est-à-dire que la législation française a évolué. Elle a donc ouvert le mariage à tous les couples, de sorte que les couples de femmes ou les couples d'hommes peuvent se marier. Et en ouvrant le mariage à tous les couples, elle a permis quelque chose qui est très important du point de vue des familles, elle a permis l'adoption de l'enfant du conjoint. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut dire globalement qu'aujourd'hui, des couples de femmes ou des couples d'hommes qui ont des enfants en ayant recours à des techniques de procréation médicalement assistée, que ce soit l'insémination artificielle avec donneur anonyme pour les femmes ou que ce soit la gestation pour autrui pour les hommes, eh bien ces couples peuvent se voir reconnus comme étant les parents légalement et ces enfants ont bien légalement de parents. Donc il y a un vrai progrès pour les familles homoparentales. Alors je l'ai dit la semaine dernière, on démarrait les États généraux de la bioéthique. Avant de parler du fond, justement, vous venez d'en parler déjà, sur la forme, ce débat qui s'ouvre, c'est positif ? Écoutez, personne ne va vous dire que l'ouverture d'un débat ne serait pas positif. Je vous pose cette question parce que vous savez déjà que sur la question de la GPA, le gouvernement a déjà acté la décision et que donc il n'y aura pas de débat sur la GPA. D'abord, qu'est-ce que c'est que les débats, les États généraux sur la bioéthique ? Il faut quand même rappeler un petit peu l'histoire. Les premières lois sur la bioéthique ont été votées en 1994. Dans ces textes, il était prévu une révision régulière des dispositions adoptées par le Parlement pour tenir compte des évolutions. Voilà. Je dois rappeler que dans ces textes qui ont été adoptés en 1994, révisés ensuite régulièrement et la dernière fois en 2011, si je prends la gestation pour autrui, elle a été totalement interdite, que ce soit pour les couples hétérosexuels ou pour les couples homosexuels. Maintenant, le fait qu'à nouveau le débat soit ouvert permet, je pense, en tout cas si les citoyens s'en emparent dans les différents lieux de débat, de poser la question de la légalisation de la gestation pour autrui en France, selon nos critères, nos valeurs, nos références, c'est-à-dire des valeurs, des références et des critères de très haut standard de respect des protagonistes qui pourraient avoir recours à cette technique très particulière mais parfaitement reconnue par l'OMS qu'est la gestation pour autrui. Sur ces sujets, vous diriez qu'il faut placer le débat sur le terrain de la morale, de la politique, de l'éthique, de la science ? Le débat, il est surtout séchant, c'est-à-dire que c'est à la fois une question effectivement éthique. Moi, la morale, ça ne m'intéresse pas tellement, pour dire les choses très clairement. Sociologique, je trouve qu'il faut voir quel est l'état d'une société, enfin, quelles sont les demandes des citoyens. Si on prend la gestation pour autrui, le sondage qui a été rendu public au début de l'année 2018 montre qu'il y a une très large majorité en faveur de l'ouverture de la gestation pour autrui, donc de la légalisation, mais ça vient juste renforcer un sondage qui avait été rendu en juin 2017 et qui lui-même venait renforcer des sondages antérieurs. Après, les questions juridiques, ce n'est pas une question de droit. En droit, on peut tout faire, mais absolument tout. Le droit n'est que la mise en forme de choix politiques, donc de débats qui tiennent compte de l'opinion des citoyens, de l'opinion des associations, d'un regard sociologique, éventuellement d'un regard philosophique. Voilà, tout ce qui peut, alimenter les arguments des uns et des autres. Justement, sur le terrain juridique, en 2014, vous aviez obtenu, par un jugement de la plus haute juridiction, la possibilité d'adopter un enfant du conjoint quand celui-ci avait été conçu
par PMA. On sait depuis juillet 2017 que le père biologique d'un enfant né de GPA à l'étranger peut être reconnu en France, mais toujours pas le conjoint. Vous pensez que ça peut évoluer sur le terrain judiciaire, justement, juridique? Alors, sur le terrain judiciaire, pour bien comprendre, la décision de la Cour de cassation du 5 juillet 2017, en fait, aboutit à effacer, en l'occurrence, la mère. Donc ça ne peut pas correspondre à l'intérêt supérieur de l'enfant. Comment est-ce que la Cour de cassation peut soutenir que l'intérêt supérieur de l'enfant, ce serait qu'il ait un acte de naissance français avec uniquement la mention du père supposé être le père biologique, dont on n'a évidemment pas la preuve, et l'effacement de la mère? Donc, autant le dire ici, j'ai été mandatée pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme contre cette décision, et le premier recours a été déposé au début du mois de janvier 2018, parce que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit prévaloir, et non pas une volonté politique de la Cour de cassation de limiter le recours à la gestation pour autrui à l'étranger. Ça, c'est pas le rôle de la Cour de cassation. Ça veut dire une procédure qui est engagée à partir de maintenant, ou vous pensez que le combat juridique va durer combien de temps? Alors, quand on saisit la Cour européenne des droits de l'homme, il faut savoir qu'on s'engage sur un processus qui va durer au minimum 3 ans. Mais il faut le faire, on ne peut pas ne pas le faire. En tout cas, moi, en tant qu'avocate, à partir du moment où je suis mandatée par un couple hétérosexuel qui me dit « mais c'est intolérable que d'avoir un acte de naissance pour notre enfant où il n'y a la mention que du père supposé être le père biologique et pas la mention de la mère, alors que cet enfant n'aura jamais d'autres parents, eh bien, il faut y aller. » Et c'est comme ça d'ailleurs que sur tous les sujets, j'ai avancé. Et là, il faut vraiment rendre hommage aussi aux justiciables qui m'ont sollicité, parce que sans eux, je ne peux pas faire de procédure. Sur le terrain politique, justement, on croyait Emmanuel Macron beaucoup plus libéral, justement, sur les questions sociétales. Il est finalement plutôt conservateur sur ces questions-là, non? Alors, moi, je ne sais pas s'il est conservateur ou libéral sur les questions sociétales. Ce que je constate, c'est qu'il a peur. Il est comme François Hollande, il a peur de la propagande de la Manif pour tous. Et il a tort, parce que la Manif pour tous, aujourd'hui, ne représente qu'une toute petite minorité et à total contre-courant de la majorité de l'opinion publique. Et sur ces questions, notamment l'ouverture de la procréation médicalement assistée, il a indiqué qu'il était plutôt favorable, si je ne me trompe pas. Sur la gestation pour autrui, pour lui, c'est une autre question. Il devrait avoir un peu plus de courage politique. Il n'en manque pas lorsqu'il veut réformer les ordonnances relatives au droit du travail. Ça ne lui pose aucun problème, aucun état d'âme de défaire la protection sociale des salariés. Ça ne va lui poser aucun problème de défaire une protection très large en réformant les retraites. Je trouve que sur les questions... Il pourrait aller plus vite sur la PMA. Il pourrait aller beaucoup plus vite sur la gestation pour autrui. Et sur la PMA, je pense qu'on va y arriver. En tout cas, sinon il va être en porte-à-faux au regard de son discours qui consiste à dire « j'ai annoncé des choses, je fais les choses que j'ai annoncées ». Il a annoncé qu'il était favorable à l'ouverture de la procréation médicalement assistée. Il devrait donc l'ouvrir. D'abord, il y a plein de facteurs qui font qu'il devrait l'ouvrir, en tout cas que le Parlement devrait l'ouvrir, l'opinion publique, le fait qu'il y ait 26 États membres du Conseil de l'Europe qui ont, eux, déjà ouvert la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Donc en réalité, sur ce sujet, la France est à l'arrière-garde. Et ce qu'on peut éventuellement déplorer parfois, c'est qu'on a le sentiment, quand on connaît bien ces sujets, que la France pense qu'elle va réinventer l'eau chaude. Mais avant elle, il y a 26 pays qui ont déjà légalisé la PMA à tous les couples. Et à gauche, sur ces questions, vous trouvez qu'elle est à la hauteur, la gauche? Sur Internet, sur Twitter, vous invitez Jean-Luc Mélenchon à sortir des clichés parce qu'il parle de droit de l'enfant ou de marchandisation des corps des femmes. Oui, je trouve que l'intervention de Jean-Luc Mélenchon sur cette question est manifestement... soit c'est une posture politique, et on sait que les femmes et les hommes politiques peuvent prendre des postures politiques parce que ça va flatter leur électorat, soit c'est de l'ignorance. Si c'est de l'ignorance, je l'invite à élargir sa connaissance, je suis prête à le rencontrer, à lui expliquer ce qu'est dans la réalité la gestation pour autrui qui aujourd'hui est pratiquée au Royaume-Uni, en Grèce, aux Pays-Bas, en Belgique, au Canada, et où les femmes ne sont pas exploitées, contrairement à l'antienne, ou en tout cas à cette espèce de mantra de la Manif pour tous qui est repris par une partie de la gauche.
Vous parliez à l'instant des doutes, ou en tout cas de la timidité qu'a pu avoir à un certain moment François Hollande. On lui doit le mariage pour tous, ou on le doit plutôt à Christiane Taubira et aux associations qui ont lutté et qui ont porté ce droit pendant longtemps, dont vous avez fait partie. Est-ce qu'il n'est pas personnellement tout de même responsable d'avoir laissé les artisans de la manif pour tous gagner ce terrain-là, le terrain des idées? Écoutez, moi, j'ai toujours pensé qu'à partir du moment où François Hollande, président de la République, élu en mai 2012, a fait le choix, avec Bernard Poignant, l'un de ses plus proches conseillers, opposé au mariage pour tous, de mettre à l'agenda politique la question de l'ouverture du mariage civil à la fin de l'année 2012, début 2013, j'ai toujours pensé qu'il avait laissé en effet les nouveaux réactionnaires, les conservateurs, prendre vraiment du terrain, occuper le terrain. Il leur a laissé le temps de le faire. Et il l'a fait dans un calcul, à mon avis, politique et cynique, très clairement, qui est que ça va amuser, entre guillemets, la galerie, tout le monde va être focalisé là-dessus, et moi, je ferai les autres choses que j'ai à faire sans qu'on ait rien à dire. Donc, en effet, je pense qu'il y a un choix politique et un choix cynique, un choix de politique politicienne que seuls les lesbiennes et les gays ont payé, et ils l'ont chèrement payé parce que ça a été un débat extrêmement dur pour les lesbiennes et pour les gays. Hier, on recevait l'élue communiste Isabelle Laurent pour les rencontres de meilleurs qui auront lieu ce vendredi. Elle vous a posé une question. Elle vous demande ce qu'il en est en France du droit des homosexuels exilés. Vous en rencontrez ? C'est des questions extrêmement spécifiques. La question de la reconnaissance du statut de réfugié pour un homosexuel en raison de son homosexualité est une question qui est posée de façon très régulière à l'OFPRA et éventuellement à la commission des recours du droit d'asile, à laquelle il est parfois très difficile de répondre. Aujourd'hui, le fait d'être homosexuel permet, dans certains cas, d'obtenir le statut de réfugié ou un statut assimilé, mais ce sont des dossiers qui sont très compliqués, dont je ne m'occupe pas dans le cadre de ma pratique professionnelle. Une dernière question, Caroline Mécari, je l'ai dit, vous êtes avocate au barreau de Paris. Qu'est-ce que ça vous inspire, ou qu'est-ce que vous inspire, l'attitude du gouvernement face au conflit des personnels pénitentiaires ? Je pense que le personnel pénitentiaire est placé en quelque sorte entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire que pèsent sur lui des obligations extrêmement importantes de surveillance des détenus, y compris des détenus très compliqués comme ceux que l'on dit être radicalisés. Et dans le même temps, malgré ces obligations qui leur vaut un statut particulier, les moyens qui leur sont accordés sont totalement insuffisants. Et la négociation aujourd'hui, elle achoppe sur ces questions. On ne peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre et, comme on dit si bien, de la crémière. Hein. Si on veut véritablement que les surveillants puissent faire correctement leur métier, de le faire d'une manière par ailleurs humaine, tout en assurant la sécurité, il faut que les prisons aient des moyens. Mais la question de la prison, des surveillants, de leur statut, de leur rémunération, n'est qu'une question parmi la totalité des questions qui concernent l'institution judiciaire. Et là, permettez-moi de rappeler que la justice, la chancellerie, le ministère de la Justice français est l'un des moins bien dotés de l'Europe. Et en ce sens-là, pour le pays qui est censé, ou en tout cas qui incarne la patrie des droits de l'homme, c'est réellement pitoyable. Merci beaucoup Caroline Mécari. Demain, je recevrai Pierre Mansat pour parler de Grand Paris. Vous avez une question pour lui ? Écoutez, je pense qu'on pourrait lui demander comment il envisage, ou du moins comment les personnes chargées de l'aménagement du Grand Paris envisagent d'intégrer la question de l'occupation, de la présence des femmes dans l'espace public urbain, qui est une question qui commence un peu à émerger, mais qui est encore presque confidentielle. Alors je transmettrai la question, merci beaucoup. Merci à vous.